Bon retour parmi nous. Nous entamons maintenant la dernière table ronde de cet après-midi, une table ronde sur le cargo misappropriation, et tous les intervenants du coup sont autour de la table. Nous commençons par vous, Madame Françoise Roubaud, vous êtes directrice générale adjointe des Sautier-Verlingues. Bonjour. Bonjour. Et vos intervenants autour de vous, Monsieur Yannick de Combas, bonjour. Bonjour. Vous êtes Risk Manager de Louis Dreyfus Compagnie. Madame Laurence Cobard, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste sinistre pour AXA XL. Et Monsieur Dirk Polfit, bonjour. Vous êtes expert sinistre pour DP Surveil. Et Madame Françoise Roubaud, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, nous allons essayer de définir dans le temps imparti le but de cet atelier, c'est-à-dire de définir et traiter la menace de cargo misappropriation. Donc déjà, très brièvement, je pense qu'il est important de redéfinir, d'essayer de définir de quoi on parle, d'une façon un petit peu grossière. Donc essentiellement, c'est, alors je vous fais une traduction en français de la définition qui est donnée d'abord par le dictionnaire, parce que finalement, il n'y a pas vraiment de définition juridique donnée de la misappropriation. Donc, dans le dictionnaire, qui est donc en anglais, il est simplement dit que c'est l'utilisation intentionnelle ou illégale des marchandises ou des fonds d'une personne autre, d'une personne tierce, pour sa propre utilisation ou tout autre but non autorisé, par toute personne qui a la responsabilité d'en prendre soin et de protéger la propriété d'autrui. Donc ça, c'est vraiment la définition basique du dictionnaire. Donc au niveau de l'assurance, puisque c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, il n'y a pas sur le marché de définition vraiment uniforme ou de définition juridique qui fasse l'unanimité sur l'ensemble des marchés. Alors, il y a eu en 2017 une clause type qui est sortie sur le marché anglais. Mais en réalité, cette clause, qui reprend un petit peu les basiques de la définition du dictionnaire, mais cette clause, elle est finalement assez peu utilisée d'une façon générale sur le marché, non seulement sur notre marché français, mais même sur le marché de Londres, dans les polices qu'on a pu voir. Donc ça, je vous laisserai prendre connaissance des termes de cette définition de façon plus précise, sachant qu'en plus, elle impose qu'il y ait une déclaration qui soit faite dans les 45 jours très précisément de la date à laquelle on s'aperçoit de cette misappropriation, et puis qu'il y a vraiment un élément limité au côté intentionnel de ce détournement par la personne qui en a la garde, alors qu'on verra plus loin que ce n'est pas forcément toujours le cas. Donc, ce qui est important, c'est de dire aujourd'hui, dans ce monde un petit peu qui reste parfois un peu imprécis au niveau de cette définition, il y a quand même ce qu'on pourrait appeler une définition minimum sur laquelle à peu près tous les assureurs, lorsqu'ils décident de couvrir cette garantie, de donner cette garantie, s'accordent, et qui serait donc de dire qu'il s'agit de la disposition, livraison physique ou juridique des marchandises confiées par un co-contractant de l'assuré, contrairement aux instructions reçues et ou à toute personne physique ou juridique qui n'y aurait pas droit. Alors, sans dévoiler après ce que Laurence va nous indiquer, donc plus précisément sur la différence, justement les éléments qui différencient la misappropriation du vol ou autre, je pense qu'il est important d'insister sur l'élément. Il s'agit d'une marchandise, du détournement d'une marchandise qui est confiée à un tiers. Et ça, c'est un élément essentiel de ce risque particulier. Si on revient, donc là, on va essayer de définir un petit peu plus, de faire un petit peu d'histoire et de comprendre pourquoi et comment on est arrivé à demander aux assureurs et à convenir avec les assureurs et nos clients, en fonction de nos besoins de nos clients, de pouvoir couvrir et donner aux assurés cette garantie. Alors c'est vrai qu'il y a eu, on va parler là surtout du besoin des traders et essentiellement en stockage, parce qu'en réalité la misappropriation, on peut l'avoir aussi en transit, en transport. Il n'y a pas vraiment de difficulté avec les assureurs ni avec les clients sur la partie transport et transit quand on parle de misappropriation. Et également, c'est un risque qui est plus le risque des traders, pour les raisons qu'on va voir, que des risques pour des industriels. Parce que les industriels, lorsqu'ils vont stocker, puisqu'on parle surtout d'une problématique stockage, leurs marchandises, c'est plus dans le cadre de processus, c'est plus dans le cadre d'usines, c'est plus dans leurs propres magasins, dans leurs propres entrepôts. Donc il y a moins de problématiques. Au niveau des traders, en réalité, ou donc des sociétés de négoce en général, c'est venu essentiellement de besoins parce que dans le cadre de leur trade, que ce soit en amont du transport ou en aval du transport, ils vont avoir besoin de stocker leurs marchandises. Ils vont avoir besoin de stocker leurs marchandises parce que préfinancement en amont, parce que besoin d'accumuler des marchandises en magasin avant de les charger sur un bateau, ou parce qu'en aval,
compte tenu de la façon, des modifications qui se sont faites du trade, de plus en plus, les gens ont besoin de donner des lignes de crédit à leurs clients, de stocker en entrepôt à destination des marchandises qui sont vendues mais qui ne sont pas payées et qui vont être vendues au fur et à mesure par des ventes par les personnes sur place, les réceptionnaires. Et donc, il faut sécuriser ces stocks parce qu'également, il y a des banques qui financent ces stocks et qui donnent des lignes de crédit et qu'ils ont besoin d'être sûrs que si quelque chose se passe et que ces stocks disparaissent, ces stocks qui sont le garant de leur financement, il y a des couvertures qui existent. Et donc, c'est bien pour sécuriser ces opérations et répondre à un réel besoin, particulièrement justement des traders, compte tenu des spécificités de leur business, que les assureurs ont été amenés à se poser la question de pouvoir donner cette garantie. Alors, au début de l'histoire, il y a de nombreuses années en arrière, peut-être une bonne vingtaine d'années, je dirais, il y avait eu des grands débats parce que souvent les polices d'assurance ne prévoyaient pas typiquement cette couverture-là. Et il y avait, ni elle n'était prévue, ni elle n'était exclue. Et il y avait des grands débats de dire on est un peu dans une zone grise, est-ce qu'on va considérer que c'est couvert dans du tout risque, parce que finalement ça reste une sorte de forme de vol, ou est-ce qu'on considère que comme il s'agit d'une marchandise confiée, que souvent la personne à qui on l'a confiée va être complice de ce détournement? On n'est pas dans le cadre du vol, on n'est pas dans le cadre du tout risque classique, et on était dans des zones grises qui donnaient lieu à des multitudes de débats. Pas forcément toujours agréable entre le courtier, les assureurs et le client. Donc, avec le temps, les assureurs ont dit, bon, finalement, on va essayer de dire, soit on couvre ce risque particulier et on le couvre dans des conditions définies, soit on l'exclut. Mais on va essayer de mettre en place des choses qui enlèvent cette incertitude et qui enlèvent ces débats, comme on le disait, pas forcément toujours agréables entre les divers intervenants. Et donc, c'est là qu'on commençait à arriver dans les polices d'assurance, ces clauses misappropriation. Alors, il faut reconnaître que d'une police à l'autre, d'un marché à l'autre, il y avait un manque d'uniformité dans les wordings de ces clauses, avec parfois aucune définition, juste theft including misappropriation. La misappropriation est couverte sans dire exactement comment elle était couverte. Et donc, ça a posé, là encore, de nombreux problèmes, parfois, sur le champ d'application de cette garantie. Et donc, il y a eu après, il y a eu aussi une évolution du marché, une évolution des crises dans un certain nombre de pays qui fait qu'il y a eu des dossiers de misappropriation très importants dans tout un tas de pays qui ont fait beaucoup de bruit, particulièrement sur les commodities. Donc, il y a eu des mouvements sur le marché avec des assureurs qui ont dit, en toute conscience, on ne veut plus couvrir ces risques de misappropriation dans les polices. On veut les donner de façon exceptionnelle ou on veut les donner sur certains types de produits, dans certains pays uniquement, sur certains types de clients qui ont les moyens de mettre en place de la prévention, mais on ne peut plus le donner aussi libéralement et aussi largement que ça a été le cas par le passé. Donc c'est vrai qu'on va de plus en plus, lorsque les assureurs continuent à accompagner les clients à donner ces garanties, vers un encadrement et une définition plus précise de la couverture. Donc c'est vrai que ce qui est intéressant de voir, et avant de passer la parole maintenant à Laurence, donc c'est de pouvoir dire aujourd'hui qu'est-ce que les assureurs sont prêts à donner comme garantie à leurs clients, comment pour eux ils vont définir cette clause misappropriation, jusqu'où sont-ils prêts à accompagner leurs clients et quelles sont finalement les difficultés qu'ils rencontrent. Tout à fait. Je n'ai pas de prompteur, c'est celui-là. Merci Françoise. Effectivement, comme tu viens de le rappeler, ce phénomène n'est pas nouveau. Ce qui a peut-être de plus nouveau, c'est la densification des échanges internationaux, la complexité et la rapidité des ventes, et également la sophistication des montages frauduleux qui nous conduit à mettre en place des garde-fous afin d'inciter le marché à rester très prudent et à rechercher avec eux la bonne pratique. Dans ce cadre, et comme tu l'as rappelé, en l'absence de définition et de clause marché pour notre marché, nous cherchons à mettre en place une clause qui soit utile et compréhensible, c'est-à-dire qu'il ne soit pas vidé de sa substance à la première difficulté. Pour ce faire, la garantie doit être fondée sur une base qui soit stable pour la définir et ensuite des conditions pour la limiter. Donc alors je sais, c'est déjà prêt.
Pour la définition, actuellement, chez nous, on retient des éléments que je qualifierais du plus petit dénominateur commun, à savoir un élément contractuel, un élément intentionnel, un élément technique. L'élément contractuel, comme tu en as parlé, il s'agit d'un cas particulier d'une dépossession du fait d'un co-contractant qui en a la garde, pour simplifier schématiquement, bien sûr. Donc, qui pourrait être comprise comme un problème plutôt commercial. Donc c'est vraiment un élément qui définit la misappropriation. Pour l'élément intentionnel, la tendance actuelle est d'élargir la garantie non plus à l'intention frauduleuse ou au vol du co-contractant, mais à l'élargir, c'est-à-dire que même la négligence peut être traitée comme de la misappropriation. Et enfin, un élément technique qui est essentiel et fondamental actuellement, à savoir qu'on rappelle que cette garantie couvre les pertes physiques pour une marchandise qui a existé. Il va falloir démontrer à un moment donné que cette marchandise qui a disparu a existé. Ce n'est pas une garantie pour perte financière. Donc pour être utile, cette garantie doit s'articuler parfaitement avec les autres clauses de la police qui la complètent ou qui l'annulent. C'est un jeu de puzzle. On a les clauses fraudulent document, theft, qui sont comprises dans les polices, et un tas d'autres clauses qui doivent nécessairement nous être utiles, comme la conclusive evidence clause, quand on cherche à savoir si une marchandise a existé. C'est quand même plus pratique quand il y en a une. Et la commingle clause, par exemple, qui nous facilite un peu la tâche. Enfin, alors oui, non, alors comment on vient en arrière ? Bon, ces éléments qui sont constitutifs sont ensuite complétés par des limites qui sont plus ou moins larges selon qu'on connaît les besoins du client. C'est un travail qui doit être vraiment commun. Pour avoir une clause utile, pratique et lisible, on a besoin de définir toutes les limites qui conviennent à un assuré plutôt qu'à un autre. Typiquement, les limites contractuelles limitant justement les bénéficiaires permettent de garder un petit peu les résultats de la police dans des limites acceptables, y compris pour l'assuré. Les limites financières donc, qui contredisent pour le coup le plein de la police vient plafonner un risque avec des franchises et des agrégats annuels. Ça sécurise également la vie de la police. Des limites dans l'espace. Et typiquement, quand je parle d'interaction avec les autres clauses des polices, quand on a une absence de définition de lieu de stockage, c'est très problématique. On entre en garantie. Après, on ne sait plus quelle limite financière on applique parce qu'on ne sait pas si c'est un entrepôt, si c'est une ville. Donc, typiquement, c'est des choses qui doivent être précisément définies dans la police pour être précisément lisibles et que l'assuré ne se retrouve pas face à un problème qu'il n'avait pas pu prévoir. Et enfin, dans le temps, comme tu l'as proposé, le marché anglais propose 45 jours. Nous avons des garanties qui sont parfois illimitées, qui suivent le produit jusqu'à leur mort, au moins pour l'usage. Donc, ça, c'est vraiment, ça semble à peu près sous contrôle, en tout cas pour ce qui est de la définition et pour tout ce qui est limite et extension possible, comme le manquant inexpliqué ou pas. Dans la pratique, c'est quand même plus compliqué. Je vous ai mis quelques photos parce que c'est plus parlant. Typiquement, voilà les marchandises en bulk qui sont mélangées, et c'est le cauchemar de nos experts, puisque à un moment donné, une marchandise disparaît pour un client, elle ne disparaît pas pour tout le monde. Il y a des entrées-sorties permanentes. Donc la gestion de ces sinistres est particulièrement difficile, quelles que soient les clauses qu'on ait pu prévoir dans la police. Un autre exemple, c'est quelque chose qui semble beaucoup plus simple et beaucoup plus traditionnel, à savoir un entrepôt bien rectangulaire qui contient des sacs. Sauf que ces sacs, ils sont tous roses. C'est la même marque commerciale. Ils viennent pourtant de navires différents, assurés par des compagnies différentes. Et si on n'y prend pas garde, avec un phénomène de cavalerie, le marché peut être amené à payer 4 fois la même perte. Un autre exemple, quand je parlais tout à l'heure d'une extension possible ou pas aux différences d'inventaire manquant inexpliquées, là on a par exemple un client qui maîtrise absolument son stock, la gestion des stocks, et donc qui est en mesure de faire des inventaires réguliers. L'autre, c'est un peu moins évident.
Là, c'est quasiment impossible de faire un inventaire régulier quand on ne peut même pas accéder à la marchandise, sauf à concevoir ou à imaginer qu'il y a un volume et que donc, a priori, si ça n'a pas bougé, c'est que c'est toujours là. Un autre exemple qui nous pose vraiment des problèmes, c'est tous les produits pétroliers, où les stocks, aussi bien à terre que les stocks en mer, connaissent des flux entrants et sortants en permanence, et la gestion de ces stocks par les terminaux, a posteriori par nos experts, est extrêmement difficile pour situer où est le crude oil de tel assuré qui a pu être transvasé, même volontairement par le gestionnaire du terminal, parce qu'il a besoin d'une cuve et qu'il va la transférer dans une autre. On n'est pas forcément au courant du documentaire au moment où ça se produit. Donc la recherche, la gestion sinistre est particulièrement complexe. En plus de ces difficultés qui sont d'ordre technique pour gérer un sinistre au moment où il a lieu, la spécificité de nos polices cargo est qu'elles renvoient à plusieurs conditions générales en même temps, donc droit anglais, droit français, belge et autres, et que selon qu'on se place dans un régime juridique, un fait n'aura pas exactement la même interprétation, donc la réponse de l'assureur ne sera pas exactement la même. On doit pratiquement faire toujours du droit comparé en temps réel, ce qui ralentit un petit peu la fluidité et la compréhension de tout le monde de ce que peut être un sinistre, en particulier ces sinistres qui, en plus, se passent partout dans le monde avec à peu près la même fréquence, avec des contrats commerciaux qui sont régis par le droit local, ou en tout cas les contrats d'entreposage qui sont régis par le droit local, des contrats commerciaux qui renvoient peut-être au droit anglais et un dossier qui va être traité sous le droit belge. À un moment donné, il faut vraiment prendre le temps de digérer tous ces faits et de pouvoir les qualifier juridiquement correctement pour que notre assuré ait la certitude d'être couvert par une clause qui est utile. Alors, la question qu'on pourrait légitimement se poser, in fine, c'est jusqu'où peut-on accompagner les assurés ? Est-ce que notre produit peut répondre à toutes les attentes de l'assuré ? Alors, probablement que cette clause misappropriation qui évolue, je crois que c'est Frédéric Denef qui disait qu'on est en perpétuel mouvement dans ce monde du maritime, ça suit vraiment l'économie réelle. Alors effectivement, c'est une réponse qui peut être solide quand on a un travail commun avec un assuré pour vraiment coller à son besoin. Par contre, elle ne sera jamais suffisante. Nous, en gestion sinistre, on rêve d'avoir un saupoudrage d'assurance paramétrique pour éviter d'avoir des prises de tête sur des sujets qui ne peuvent pas rentrer dans nos garanties par nature, ou alors des risques crédits qui compléteraient aussi notre assurance. Alors par contre, la misappropriation, ce risque majeur demeure de toute façon, et je pense que la maîtrise du risque revient plutôt à nos assurés, avant tout qu'on peut accompagner, plus qu'à nous les assureurs avec ce produit. Donc avant de passer maintenant, merci beaucoup Laurence, la parole à Yannick pour avoir le point de vue d'un assuré. Voilà, je pense que c'est vraiment important et intéressant de réfléchir en disant par rapport à une période où rien n'était clair, une période où souvent ça a été soit pas couvert et totalement exclu, soit couvert de façon très large, ouvrant la porte à toutes les discussions. Après, suite à une évolution du marché, peut-être aussi à une sinistralité plus importante sur ce type de risque dans un monde qui est en perpétuelle évolution, il y a une vraie volonté des assureurs de mieux cadrer, mieux limiter leurs risques. Mais du coup, avec ces limites, est-ce qu'on est toujours dans une position où les garanties proposées par les assureurs sont suffisantes par rapport aux besoins et aux attentes des assurés et à l'évolution du monde économique dans lequel ils travaillent? Et de la même manière, est-ce que l'assuré, et quel type d'assuré, parce que les assurés sont également différents, est en mesure de son côté de participer à la maîtrise de ce risque pour le rendre quelque part assurable par les compagnies d'assurance intéressées. Donc je passe la parole à Yannick. Merci Françoise. Je crois que lors de votre introduction, vous parlez de ces besoins du trader qui étaient de stocker, de financer les stocks et de sécuriser les opérations. Je crois que vous datiez ça d'il y a 20 ans. Ce risque d'il y a 20 ans est tout aussi prégnant aujourd'hui, si ce n'est plus. Si ce n'est plus parce que
on fait face, et c'est d'actualité, à des crises économiques, des crises sanitaires, qui mettent donc de la pression sur le trader, dont il ne faut pas oublier que la fonction première est de lisser l'approvisionnement en matières premières depuis un point d'origine jusqu'à un point de destination. Et que ce lissage et cette fourniture est nécessairement adossée à des financements et nécessairement nous expose à des risques qui sont aussi accentués par des fluctuations des prix des matières premières. Et je crois qu'on est en plein dedans, et c'est faire de secret pour personne que de dire que le prix des matières premières augmente, et que plus une matière première, ou plus un produit va être cher, plus il va attiser la convoitise. Et je crois que quand on parle de misappropriation, on est quand même en train de parler d'un produit qui attire la convoitise et que certains vont vouloir s'approprier en complète rupture ou breach du droit des tiers. Enfin aussi, on peut parler d'un risque accru qui est issu des situations géopolitiques et de l'intervention dans des pays sensibles, parce qu'encore une fois, les traders n'interviennent pas qu'aux États-Unis ou en Chine, mais ils ont à opérer en Afrique de l'Ouest, en Europe de l'Est, et dans n'importe quel territoire, avec les risques qui sont attachés à ce type d'activité. Donc effectivement, pour le trader, pour l'assurer, en règle générale, parce qu'il n'y a pas que les traders qui peuvent se faire misapproprier, pour l'assurer, la misappropriation, c'est un risque, et l'assurance est un mode de transfert de ce risque. Et c'est transférer, désolé Laurence, mais c'est transférer le risque sur l'assureur. Mais pour que ça ce soit possible, il faut qu'il y ait une garantie qui soit utile. Et j'appellerais tout ça une garantie qui est essentielle, parce que oui, nos couvertures cargo ne couvrent pas que la misappropriation, mais la misappropriation est l'un de ces risques dont je dirais la magnitude de l'impact est telle qu'elle peut mettre en péril la solidité financière de l'assuré. Et donc c'est réellement quelque chose qui est essentiel à la pérennité des opérations des assurés, que de pouvoir être assuré pour les cas de misappropriation. Et pour ça, il faut que ce soit une garantie qui soit claire, comprise par les assurés, en ce sens qu'il faut que l'assuré ait la certitude ou la connaissance certaine de l'étendue de la couverture dont il bénéficie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en tant qu'assuré, monter une opération, monter un trade, avec la certitude qu'on va être assuré, en exposant des pieds de bilan à hauteur de plusieurs millions de dollars, sur l'incertitude de l'application ou de l'efficacité de l'application de la clause au moment du sinistre. C'est terrible, et c'est encore une fois, ça revient à la notion de caractère essentiel de la clause de misappropriation et de la couverture de misappropriation. Pour qu'elle soit claire, les attentes des assureurs connus, il faut effectivement que les garanties s'adaptent dans le temps. On a vu que la garantie misappropriation a évolué, de la clause vol inclut la misappropriation à la rédaction absconde d'une clause anglaise dont personne ne comprend la volonté, mais on a une évolution du régime des misappropriations et des clauses et des couvertures de misappropriation, et c'est très bien. Il faut que, pour moi, l'assurance utile ou la clause ne sera utile que pour autant qu'elle va être tailor-made, c'est-à-dire qu'elle va être adaptée aux besoins de l'assuré, qu'elle va être en lien et bâtie en telle sorte que l'assuré, le courtier et l'assureur ont une connaissance commune du type de risque auquel ils font face et de la façon à laquelle on va pouvoir monter des contrats d'assurance pour couvrir le risque qui nécessairement intervient à un moment donné. Après, effectivement, vous avez une sensibilité des produits qui va varier. On l'a vu avec la crise du Covid, les produits alimentaires dans certaines régions en tension ont pu faire craindre ou ont pu augmenter le risque lié à la misappropriation des matières premières alimentaires. Mais ça peut être aussi, à un certain moment donné, des matières premières dans les métiers de la construction qui vont faire que ces produits-là vont attirer la convoitise et le risque inhérent va augmenter. Après, je crois que pour nous,
assurer, ce qui est essentiel, c'est d'anticiper ab initio, au moment de la conclusion du contrat d'assurance ou en tout état de cause, avant que le sinistre n'intervienne, c'est de s'assurer qu'on va éviter des discussions sans fin en cas de sinistre. C'est-à-dire que, quelque part, la commune intention des parties dans la rédaction du contrat d'assurance ou dans sa mise en œuvre est bien compris de tout le monde, et qu'il n'y a pas de surprise, que ce soit pour l'assureur ou pour l'assuré, quand il va s'agir de déclencher le contrat d'assurance et de déclencher la garantie. Aujourd'hui, lors d'un renouvellement ou du placement d'une police d'assurance, les discussions autour des garanties sont souvent limitées à leur plus simple expression. On va partir de forme de base ou de police standard, et on n'aura pas cette nécessaire discussion ou cette nécessaire interaction les uns et les autres. Et j'inclus l'expert dans la compréhension du risque de l'assuré, la compréhension de son exposition, et donc bâtir une clause qui soit une clause utile, efficace, qui puisse être déclenchée dans le cadre d'un sinistre. Et ça, pour moi, c'est un élément essentiel dans la construction d'un contrat d'assurance et dans la construction d'une relation entre l'assuré et l'assureur pour faire face aux risques auxquels il fait face. Donc, après, on a parlé effectivement beaucoup de contrats d'assurance comme mode de transfert, ou que j'ai appelé comme un mode de transfert du risque misappropriation, mais un autre mode de transfert ou de gestion qui là implique un peu plus, je dirais, le risk manager que l'assureur. C'est toutes les actions de prévention qui peuvent être mises en place pour éviter que la misappropriation n'intervienne ou en réduire les effets, voire à terme, mais là ce sera Der qui en parlera un peu plus, améliorer les recours pour a posteriori corriger les méfaits auxquels on a pu faire face. Donc l'assuré face au risque de misappropriation va pouvoir intervenir, je dirais, avant le trade, avant l'opération elle-même, en évitant certains modes ou certains risques d'aggravation du risque. Je tiens à être clair là que pour moi, les facteurs aggravants de risque ne doivent pas être des motifs d'exclusion de garantie de la part des assureurs, mais par contre doivent être pour l'assuré le nécessaire stimulus à améliorer son management du risque et à venir réduire son exposition à ces facteurs aggravants. Ils sont consubstantiels à nos opérations. Stocker, c'est le réceptionnaire. Dans certains territoires, on ne peut pas ne pas stocker chez le réceptionnaire. On ne peut pas éviter de stocker chez un producteur ou un transformateur. Donc, venir exclure un facteur aggravant en disant monsieur, vous stockez chez votre réceptionnaire, je ne peux pas vous garantir la misappropriation, revient à obérer des pans entiers de nos opérations et à dire, vous voyez, cette partie-là n'est pas la partie noble, entre guillemets, de vos opérations, on ne peut pas vous garantir la misappropriation. Sauf que sans la transformation du produit à l'origine, sans le stockage chez le réceptionnaire à destination, il n'y a plus d'opération. Donc c'est un tout. Il faut savoir l'accepter comme tel, et les facteurs aggravants, laisser les risques managers, et je viens là sur vous, et je viens dans les remarques que vous aviez quand vous me parliez du choix de l'assuré que vous voulez assurer, et j'entends bien, mais effectivement, le choix peut être de est-ce que cet assuré va prendre en compte ces facteurs aggravants et essayer de les améliorer. Donc, on parle bien évidemment du stockage chez le réceptionnaire, des arrimages communs avec d'autres marchandises, des stocks non identifiés ou des stocks de matières premières en tas, commingles. Effectivement, si on peut l'éviter, on l'évite, mais on ne peut pas tout le temps l'éviter. On parle des piles non comptables en magasin. C'est vrai que la photo, les comparaisons entre certains magasins font dire que waouh, c'est pas le même risque. Mais encore faut-il qu'il y ait de l'espace dans les magasins.
Et ce n'est pas toujours le cas. Et encore une fois, on vient sur ces politiques de management du risque. La politique de management du risque n'est pas sur un an. La relation avec l'assureur en ce moment est réglée sur des renouvellements annuels, mais le risque en lui-même n'est pas annuel. Le risque est pluriannuel. Si vous faites face dans certains territoires à des problèmes de surface de stockage, elles ne seront pas réglées dans l'année de la police d'assurance, ni dans les 2 ans ou les 3 ans de long-term agreement qui n'existe plus, mais on parle d'échéances de plusieurs années. Et donc, le nécessaire accompagnement de l'assuré par l'assureur, qui comprend que c'est un risque, mais pour lequel l'assuré met en place des mesures à long terme qui viendront, je dirais, permettre d'éviter ou de réduire l'exposition à ces facteurs aggravants. L'assuré doit effectuer des contrôles documentaires. Au-delà de réduire les facteurs aggravants, l'assuré doit avoir des contrôles documentaires. Il doit avoir un contrôle de ses contrats, il doit avoir un screening de ses contrats. C'est un gros mot, mais j'ai presque envie de dire, c'est du bon sens paysan. Vous devez savoir ce que vous faites, les contrats que vous signez et mesurer la portée de ces derniers. C'est quand même essentiel. Mesurer la solvabilité et les assurances de vos contreparties, c'est des éléments, je dirais, essentiels ou classiques qu'on peut attendre d'un assuré qu'il les conduise. Vous n'allez pas mettre des millions de dollars de marchandises dans une contrepartie que vous n'aurez pas screenée ou dont vous n'aurez pas, à tout le moins, essayé de savoir s'il était assuré pour sa responsabilité civile à hauteur de ce que le marché local peut lui fournir. Encore une fois, vous avez une contrepartie aux États-Unis, elle va être assurée et avoir une solidité financière bien différente d'une contrepartie que vous allez avoir dans un pays en voie de développement, et je ne vais en nommer aucun pour choquer personne. Sur un territoire où le marché de l'assurance responsabilité civile n'existe pas. Et pour autant, votre assuré n'est pas défaillant que d'être entré en relation commerciale avec cette contrepartie. C'est juste que dans le cadre de ses due diligence et de son screening nécessaire, mais il a dû s'adapter, je dirais, aux éléments extérieurs de son intervention. Après, l'assuré ne doit pas être tout seul. L'assureur a des moyens, alors je ne parle pas de tous les assurés, mais certains assurés, certains traders, certains industriels n'ont pas la taille nécessaire pour mettre en place des outils informatiques de screening des contreparties. Dans les années 2000, on a vu l'apparition d'outils de scoring d'entrepôts, d'outils de scoring de voyages maritimes. Il nous manque un outil de screening, alors il manque à beaucoup d'assurés, un outil de screening des contreparties, un algorithme qui va leur permettre par un système basique de feux rouge, orange et vert, de savoir si la contrepartie ou l'opération dans laquelle il va rentrer présente un risque accru, modéré ou faible de misappropriation. Ça ne va pas être ce qui va déterminer si oui ou non il rentre dans cette activité commerciale. Ça va être le déclencheur pour lui d'activités supplémentaires de management du risque. Encore une fois, il ne faut pas considérer que parce que le risque est accru, on ne va pas exécuter, on ne va pas rentrer dans une relation commerciale ni assurée, mais plutôt voir dans quelle mesure, quelles sont les adaptations qu'il faut mettre en place pour pouvoir rentrer dans cette relation commerciale. Une autre chose, et c'est le retour d'expérience, les assureurs ou les regroupements d'assureurs ont une expérience sinistre, une expérience d'événement qui est sans commune mesure avec celle d'un risk manager, et ce serait dommage de ne pas pouvoir en faire profiter ou participer en expliquant, en ayant des retours d'expérience et des explications. C'est quelque chose qui manque dans la relation et le partenariat entre les assurés et les assureurs, de ce point de vue, en tout cas. Ensuite, effectivement, l'assuré doit
conduire des opérations de risk management. Quel que soit le niveau de risque, qu'il soit faible ou très élevé, il doit les conduire. Bien évidemment, insister là où le risque est important, mais ça commence par quoi? Ça commence par une sensibilisation des équipes, par une sensibilisation des traders, des gens au niveau du sol, apercevoir les signaux faibles d'une mise à appropriation qui va intervenir ou autre. Il faut que le risk manager sensibilise, s'il a un département légal, et sinon les gens qui signent les contrats, à la nécessaire mise en place de contrats de magasinage, à l'utilité des contrats de SMA ou de CMA avec des clauses qui sont précises, dans la toute mesure du possible, avec des responsabilités qui soient des vraies responsabilités des contreparties qu'on paye pour faire de la surveillance d'entreposage et ou du monitoring d'entreposage. Il faut que les risk managers ou leur société fassent des screenings financiers des contreparties. C'est nécessaire, c'est tellement naturel. Et enfin, il faut que, au-delà de l'intervention de l'expert qui est essentielle, il faut qu'on reprenne la main sur les surveillances de nos stocks. Les assureurs nous y ont poussé en demandant des surveillances régulières de nos stocks, mais ça me paraît tellement naturel que d'envoyer un expert ou des gens en interne inspecter, visiter des entrepôts pour s'assurer que les millions de dollars de marchandises qu'on y stocke existent bien et sont dans un bel état, pas nécessairement que pour la appropriation, mais aussi pour tous les autres dommages, je dirais que c'est essentiel. Merci beaucoup. Merci et il nous beaucoup, reste Yannick. Effectivement 7 minutes pour avoir le point de vue de l'expert. On compte sur vous. Ça va. Donc voilà, donc on passe la parole à Dirk. Oui, ça va. Donc le rôle de l'expert, ça se situe sur deux plans. Il y a la prévention, il y a les visites, les stock audits qu'on fait sur place, et il y a l'investigation des sinistres. Et on peut en parler des deux. Tout d'abord, c'est comme Françoise déjà a expliqué, s'il y a un stock in transit, s'il y a vraiment de transit, il y a moins de problèmes. C'est le problème le plus important se situe si c'est vraiment un stock en vrac. Et il y a aujourd'hui une tendance de stocker les marchandises mixtes de propriétaires différents. Et ça nous pose des problèmes de faire le contrôle. Une deuxième tendance, c'est vraiment qu'on achète déjà le cargaison qui est entreposé. Ça veut dire qu'il n'y a pas une entrée de marchandises et on ne peut pas faire un contrôle d'entrée de marchandises. Et ça pose des problèmes de donner preuve de l'existence et de l'existence de cargaisons en silo. On a déjà montré quelques photos. Le pointage en Afrique, c'est tout à fait différent. Là, on a une situation un peu différente on fait encore de pointage, on a encore des contrats de CMA, de SMA. Mais dans la situation où on a un stock mixte, on ne fait plus. On considère que le contrôle d'un stock mixte n'est pas utile ou n'est pas exact. Et dans ce sens-là, on ne signe plus de contrat de CMA dans des situations comme ça. Même s'il y a un stock qui est stocké à identité préservée, ça nous pose des problèmes, comme déjà montré par Laurence. Dans le pétrolier, on fait un transfert d'un tank vers l'autre. Comment est-ce qu'on va suivre la cargaison pendant le stockage? C'est dur. Moi, je parle de mon expérience avec le blé en Ukraine et Russie. Et c'est un peu la même chose parce qu'on est élévateur, il faut bouger les marchandises aussi pour raison de ventilation. Donc, dans ce sens-là, c'est pareil avec ce qui est déjà expliqué. Quelles sont les conséquences des stocks mixtes et d'achat en silo? On ne fait plus de contrôle. Et quand on va investiguer des cas de sinistres, c'est toujours le cas qu'il y a un manque de contrôle à un certain moment. Et deuxième conséquence de stock mixte et achat en silo, c'est vraiment que le processus documentaire est devenu plus important. Donc,
de démontrer et de donner preuve de l'existence des marchandises, c'est vraiment à base des documents, et l'importance et l'authenticité des documents est devenue de plus en plus important dans nos investigations de sinistres, ce qui est le sujet suivant. Mais d'abord, il y a quelques photos très intéressantes. C'est toujours des problèmes d'identification. C'est par exemple une cargaison de blé qui n'a pas d'un code barre, donc on ne peut pas identifier que c'est vraiment notre marchandise ou la marchandise de l'assuré. Au milieu de l'écran, c'est un élévateur de 100 000 tonnes. Ça consiste des cellules de 200 tonnes. Donc c'est beaucoup de cellules où se retrouve la marchandise de l'assuré. Et comment est-ce qu'un expert va contrôler les marchandises? C'est très dur. On peut faire une sorte de sondage que vous voyez à droite. Mais qu'est-ce que ça va donner des résultats? On peut constater qu'il y a des marchandises, mais on ne peut pas constater que c'est la marchandise assurée. Et ça, c'est le problème de base pour nous. Dans l'aspect contrôle, c'est identification et donner preuve de l'existence des marchandises. Comme j'avais dit, le processus documentaire est devenu plus important. Et je peux vous donner un exemple. Pour transférer les marchandises d'un propriétaire vers l'autre en Ukraine, il vous faut 6 documents. Donc, si mon collègue en Ukraine va faire un contrôle de stock sur place, il va vérifier les documents. Si tous les documents sont bien tamponnés, bien signés, que tout est en ordre. Et ça, c'est vraiment pour protectionner notre recours. Si jamais on va aller au tribunal pour le cas juridique, c'est ça la preuve qu'il faut donner de titre de consistance de l'existence et la preuve que la cargaison était là. Donc, le sinistre, comme déjà dit, s'il y a un stock in transit, c'est plus facile parce qu'on a les lettres de transport, on a les notes de réception de l'élévateur, on a parfois des rapports de contrôle des sociétés de contrôle qui font un contrôle régulier à l'élévateur, par exemple. Donc, ça, c'est facile. Mais si c'est en vrac, si c'est un achat en silo, et si c'est stock mixte, c'est plus dur de faire le constat et de donner preuve documentaire de l'existence des marchandises. Et voilà. L'investigation de détournement, il nous faut toujours une action rapide, certainement s'il y a un stock mixte et il y a de différents propriétaires qui pensent qu'ils ont le droit pour les mêmes marchandises. C'est toujours dur d'envoyer un huissier et de faire le saisie des marchandises si on ne sait pas identifier les marchandises. Et ça c'est un problème de base. Quand on nous nomme pour une investigation, on est très souvent trop tard. On arrive, on retrouve un élévateur ou un silo vide. Il n'y a personne qui sait expliquer. Et c'est comme j'avais déjà dit, c'est toujours à base des documents qu'il faut donner preuve de titre et de l'existence des marchandises. Ça, c'est vraiment essentiel. Et effectivement, l'heure tourne, donc on va arriver à votre conclusion, mais oui, on a hâte de l'entendre. Oui. Donc, comme j'avais déjà expliqué, il y a un problème d'identification en général pour la prévention, mais aussi pour le constat du sinistre. Et pour conclure un peu le recours, ça a des implications aussi pour le recours, parce que si on ne sait pas donner la preuve devant le tribunal, c'est plus dur aussi. La preuve de titre de marchandise, même si on n'a pas le document officiel, le warehouse receipt officiel, on a le moyen de donner preuve devant le tribunal qu'on a le titre. Il y a une preuve de paiement, il y a les contrats de vente et d'achat, mais c'est toujours plus facile de démontrer votre droit et le titre si on a le certificat officiel. Parce que ça, c'est l'essentiel, je pense, qu'on fait le trade sur base des documents officiels et ça nous donne le droit dans le cours et ça facilite un peu une exécution de droit plus facile que dans l'autre cas. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Pour conclure très brièvement, on dépasse un tout petit peu, mais vraiment très très rapidement.
Donc c'était juste pour, en conclusion, si on peut se poser la question de dire quel avenir pour cette garantie particulière. Je pense qu'à l'issue des explications et des développements de chacun, il est clair que cette garantie, il y a un besoin manifeste pour accompagner nos clients, que les assureurs puissent continuer à la donner. Alors, il y a eu des tas de débats, notamment, je crois que même à Yumi, fait partie des sujets qui ont été abordés, de dire, pour certains assureurs qui ne souhaitaient plus couvrir ce risque, est-ce qu'il y a une possibilité de les couvrir de façon isolée sur d'autres marchés, en accessoire à des risques fraude, qui couvrent les conséquences financières des escroqueries, etc. En l'état actuel, en toute objectivité du marché, envisager de couvrir ce risque-là de façon totalement distincte paraît illusoire. Illusoire en tout cas dans le schéma d'aujourd'hui parce que déconnecté d'un volume de primes et d'une activité globale du client, ça paraît difficile de trouver des solutions qui conviendraient aux assureurs à des prix qui conviendraient aux assurés et qui permettent de les couvrir de façon identifiée. Donc, quelle est la solution? Quel est l'avenir? C'est comme on le disait, d'essayer de coller le plus possible, de dialoguer le plus possible et vraiment d'accentuer la collaboration entre le courtier, l'assuré, l'assureur et avec le soutien des experts pour trouver la meilleure prévention possible de façon à maîtriser le mieux possible ce risque pour pouvoir continuer à trouver des assureurs qui acceptent de continuer à accompagner le client dans son business et lui donner les garanties dont il a besoin. Merci beaucoup. On se retrouve à 16h après une pause partenariat.